4e partie, donc consacrée à Arsenal. C'est l'un de nos coups de cœur étrangers du début de saison. C'est l'équipe qu'on a choisi de traiter, sachant qu'évidemment, on verra sur la durée, mais il y a un peu un tropisme Première Ligue, puisque c'est là-bas qu'il y a le plus d'argent, que sont les meilleures équipes. Et Arsenal, avec 15 points en 6 journées, est leader du championnat, 14 buts marqués, 7 encaissés, 5 victoires et 1 défaite. La défaite subie face à Manchester United, 3 buts à 1, la veille de l'enregistrement, là, dimanche, en fin d'après-midi. Après le choix fait de s'intéresser à cette équipe, malgré tout, c'était une affiche et il y a quand même des choses intéressantes à souligner. Alors là aussi, il y a pas mal d'individualités, de recrutement, le collectif, le coach, même si là aussi c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que ça évolue, mais le coach, lui, ne change pas. Florent, quand je te dis Arsenal sur ce début de saison, c'est quoi la première chose que tu as envie de mentionner ? Moi, j'ai vu des morceaux de match sur le début de saison, de matchs qu'ils ont dominés. J'ai vu aussi le match en entier face à Manchester United. Moi, ce qui m'a d'abord marqué, c'est quand même un 11 bien établi, avec Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Partey, j'imagine, à un moment donné, Xhaka, Odegaard, Saka, Jesus et Martinelli. Et en fait, face à United, j'ai vu Arsenal rentrer on va dire, doucement dans le match. Les premières minutes ne sont pas à leur avantage. Et j'ai vu une équipe qui était capable de faire le dos rond, dans un 4-4-2 très, très classique, très basique dans sa moitié de terrain, mais tous les joueurs qui revenaient bosser, notamment les attaquants, qui pouvaient d'ailleurs permuter selon les solutions. Si Jesus était plus proche, c'est Martinelli qui peut rester en pointe, c'est Jesus qui va faire le repli côté. Enfin voilà, une certaine capacité à varier les choses, une capacité à varier aussi en possession, avec cette ligne de 3 derrière où White peut devenir troisième central, Saliba prend l'axe, on a Gabriel qui prend le côté gauche, Zinchenko qui peut devenir milieu ou qui peut jouer au large à gauche, mais s'il vient milieu, ça permet à Xhaka de jouer plus haut, ça permet à Martinelli de jouer excentré. Donc voilà, là on retrouve des adaptations et des modulations que qu'Arteta a pu expérimenter déjà du côté de City, entre la phase avec ballon et la phase sans ballon. Donc déjà une équipe très fonctionnelle, très complète, plus fonctionnelle par exemple que United en face, mais même s'il n'y avait pas la victoire au bout. Donc, et ensuite c'est magnifié en effet par quelques individualités qui ont démarré très fort, et je vais vous laisser démarrer sur celle-ci et peut-être par Gabriel Jesus. Ouais, Raphaël, je pense que c'est sur lui que tu vas partir en premier, parce qu'il est essentiel à la finition, et c'est vrai qu'on voit plus les créateurs que les joueurs qui sont en début de chaîne, parce que s'il n'y a personne pour conclure, ça reste juste du beau jeu, mais sans conclusion, et surtout parce que tu as toujours été client de Jesus, donc du coup, c'est un peu comme si l'histoire te donnait raison finalement, parce que tu n'avais pas compris pourquoi City, à la fois, Pep le faisait jouer souvent sous le côté, dans un rôle un peu différent de son profil, et puis pourquoi City s'en était séparé également. Ouais, c'est ça, je trouve. Enfin, c'est un joueur fabuleux, mais depuis le tout début, je me rappelle quand il est arrivé, donc il doit arriver en 2016 à City, Jesus. À l'époque, je bossais pour SFR Sport, qui est devenu RMC Sport derrière. Donc il y avait Julien Maumont aussi à l'époque, on faisait des chroniques, des palais de tactique sur la Première Ligue, et donc il y avait cette arrivée de Jesus que j'avais traité, et je le trouvais vraiment ultra complet, ultra intelligent dans sa façon de jouer, vraiment un joueur de combinaison et d'association top. Et je suis content de voir qu'il va trouver un club où il va peut-être être un peu plus important, sachant que ces chiffres avancés, je ne vais pas les citer saison par saison, j'avais posté un tweet il y a quelques semaines de ça, mais ces chiffres avancés ont toujours été bons avec City. Alors forcément, City crée beaucoup d'occasions et t'en crée aussi beaucoup parce que c'est très bien rodé, mais il a toujours été bien placé, il s'est toujours créé beaucoup d'occasions par saison, il y a eu un peu des trous d'air. Mais vraiment, c'est un super joueur. Il est présent dans les 30 derniers mètres. Et puis, sur le plan technique, il est capable de solutionner des problèmes que peu de joueurs savent régler. Il peut décrocher, résister à un contact, éliminer un joueur, trouver un partenaire, se présenter dans la surface, finir en 1, 2, 3 touches, peu importe, sous pression, il est très fort. Là, il a 3 buts et 3 passes D. Il a démarré très fort. Ça s'est un peu calmé sur les derniers matchs, c'est normal. Mais vraiment, c'est un attaquant, moi, que je trouve... un attaquant qui définit pour moi ton équipe, qui définit ton projet de jeu. Là, il a beaucoup de liberté dans le jeu d'Arsenal. Il démarre de l'axe, mais il peut aller un peu partout.
Et je suis content de voir qu'il est devenu le leader d'une équipe. C'est un peu le problème du foot aujourd'hui, du foot moderne, c'est que les meilleures équipes d'Europe empilent les talents et que tous les week-ends, il y a des bons joueurs qui sont sur le banc, qui ne sortent pas du banc. Et là, je suis très content de voir qu'il a un peu son équipe, que Arsenal a trouvé un neuf. Il a 25 ans, il va arriver aux meilleures années de sa carrière. Donc non, vraiment, c'est un joueur fabuleux et tant mieux pour Arsenal et tant mieux pour la Première Ligue parce que ça rééquilibre un peu les talents dans ce championnat. Ce qui est fou avec lui, c'est que quand tu le vois un petit peu à la Openda, bon, Arsenal, on aime bien bosser les sorties de balles, mais c'est vrai que tu as toujours cette solution d'envoyer quelque chose devant, dans le dos des latéraux, par exemple, adverse qui serait un cran plus haut pour bloquer les tiens. Et tu vas avoir Jesus qui va aller chercher ce ballon-là et qui va aller batailler avec les défenseurs. Et j'ai envie de faire le parallèle avec Lisandro Martinez du United. Parce qu'on a beaucoup écrit sur ah là là, Lisandro Martinez, le jeu aérien, il va souffrir dans les duels, etc. Il fait 1m75. Gabriel Jesus a le même gabarit. Et pourtant, à la retombée de ballon aérien, il est capable de faire un chantier assez dingue par sa capacité à prendre la bonne position, à résister au duel, et puis sa qualité de contrôle. L'action, c'est contre qui qu'il fait son action folle sur le début de saison, qui finit pas en passe D, mais qui fait tout un but. C'est Aston Villa, non ? Il me semble. Je sais plus, il a fait tellement d'actions folles que. Ah, on me dit Leicester. Mais finalement, je crois qu'il passe, tire On me dit repoussé, Bournemouth. but derrière. Donc, en gros, ça lui est pas crédité parce qu'il y a un arrêt ou un dégagement entre deux, quoi. Alors du coup, il y a Cloro qui dit Leicester et il y a Mathias qui dit Bournemouth. Bon, Bah, a priori, c'est ça Bournemouth. crédite un peu la thèse de Raphaël qui fait des choses folles À chaque match. Ouais, voilà. C'est Non, a priori, c'est valider Bournemouth. laquelle. Ouais, c'est Bournemouth, ouais. Mais en l'occurrence, oui, sur ce plan-là, quand tu vois le gabarit qu'il a, t'imagines pas qu'il puisse être aussi ennuyeux qu'un Nunez ou un Haaland, par exemple, dans le duel, alors que t'as l'impression que depuis le début de la saison, toutes les défenses souffrent face à lui, sur des ballons qui seraient pas forcément à son avantage au départ, a priori. Raphaël, il y a d'autres joueurs qu'on peut mentionner. Alors, il y a soit tu descends juste d'un cran, tu pars sur Odegaard, soit tu descends de plusieurs crans et tu descends au niveau de Saliba, lequel tu as envie d'évoquer sur les individualités, parce que même s'il y a d'autres choses à dire, hein, les individualités changent quand même les choses, parce que quand tu as la même base, mais que tu as Jesus qui te transforme du rien en une occasion, c'est vrai que ça change quand même pas mal les choses. Non, pour moi, c'est Saliba. Déjà parce que c'est un super joueur et que son histoire avec Arsenal a été longtemps compliquée. Arteta n'en voulait pas la saison dernière, donc il s'en est pas débarrassé, mais il a dit au club en gros trouver une solution pour qu'il parte. Un an, il a fait une très belle saison à Marseille. Et alors je suis sûr que Arsenal ou en tout cas Arteta vont dire oui, ça lui a servi son année à Marseille. Ça lui a permis de revenir en étant meilleur, mais je suis persuadé que même sans l'année à Marseille, il aurait pu jouer et déjà être le meilleur central d'Arsenal. Tellement il y a de talent, tellement il est au-dessus. Et là, dans les sorties de balles, dans la gestion de la profondeur, dans l'idée de défendre en avançant, c'est un défenseur hyper moderne. Et je pense vraiment qu'il y a très peu de centraux qui, à la fin de saison, seront placés plus haut que lui dans la hiérarchie de la Première Ligue. Pour moi, il est déjà top 4 ou top 5 parce qu'il est capable de faire tellement de choses. Je pense que par exemple, il aurait fait beaucoup de bien à City, qui a toujours des bons centraux, mais qui pour moi a aucun central de niveau top 5, top 6 mondial. Et Saliba, vraiment, c'est un joueur. C'est comme Jesus, c'est un joueur qui définit ton projet de jeu et qui définit ta ligne. Jesus, ça va être un leader de ton attaque parce qu'il est capable de tout faire, et Saliba, ça va être ton leader défensif parce qu'il peut tout défendre et sortir beaucoup de ballons proprement. Donc vraiment, je suis très content pour lui. Je pensais qu'Arsenal finalement ne le garderait pas malgré sa saison à Marseille. Et ils ont eu la bonne idée de se dire bon bah cette fois on va lui faire confiance, et il est largement supérieur à tous les autres centres d'Arsenal. On pourrait parler d'Odegaard, mais Odegaard il retrouve son niveau de la Real Sociedad de ses meilleures périodes en gros. Il est dans la continuité, mais Saliba c'est vraiment un renfort exceptionnel pour Arsenal dans tous les moments du jeu. Florent, est-ce que Saliba, tu imaginais ce niveau? Et qu'est-ce que tu pensais du joueur à Marseille? Est-ce que sur ce que tu voyais, il était déjà prêt? Parce que c'est toujours pareil, tu peux dire que tu avais raison en le faisant venir maintenant, mais effectivement, ça se trouve, il était déjà prêt avant et tu as perdu un an, quoi. Ouais, moi j'attends encore de voir. Je suis pas aussi convaincu. Après, parce que j'ai ma paroisse Jules Koundé et j'ai pas le droit de trop pusher un possible concurrent en équipe de France. Mais j'ai moins d'avis moins de choses à rajouter sur Saliba qu'à évoquer par exemple sur Saka ou Martinelli.
Bah vas-y, écoute, que je trouve parle sur cela. aussi que je trouve d'excellents compléments justement à Jesus devant et Odegaard en soutien. Parce que c'est des joueurs d'une telle générosité des deux côtés du terrain en plus. Même si Martinelli s'oublie un petit peu dans le placement, pour ceux qui auront vu ou revu le match face à Manchester United, il s'oublie un petit peu dans le placement sur le premier but et ça ouvre une ligne de passe qui permet à United de créer le décalage. Mais ils sont d'une telle voilà, générosité, verticalité, envie de percussion. Surtout Martinelli, Saka est peut-être plus dans la combinaison, mais il peut aussi prendre le dessus dans le 1 contre 1. Mais Arsenal s'est trouvé aussi deux superbes compléments, je trouve, avec ces deux joueurs-là, qu'ils ont depuis quelques temps. Mais avec les matchs qui passent et les mois qu'ils sont en train d'engranger, l'expérience qu'ils sont en train d'engranger en Première Ligue, ça devient des joueurs quand même de plus en plus intéressants. Et d'ailleurs, Martinelli est déjà à 3 buts depuis le début de saison, dans un style qui peut s'imposer aussi dans la surface de réparation. Et Saka a déjà 2 passes D, d'après ce que me dit mon petit pense-bête sur les stats. Donc voilà, on a parlé de Jesus, on a évoqué Odegaard, mais c'est vraiment le quatuor qui fonctionne très bien, je trouve, pour l'instant à Arsenal. Raphaël, qu'est-ce que le docu Prime sur Arsenal t'a appris sur le fonctionnement de cette équipe? Et est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans ce docu qui résonne avec ce que tu vois cette saison sur des choses qui n'étaient pas concrétisées avant, qui le sont aujourd'hui, sur un discours d'Arteta, qui au début était le coach qui faisait des très belles sorties de balles, en dehors c'était un peu plus compliqué. Là, voilà, là le jeu commence à prendre vraiment en densité, tu commences à être pertinent sur à peu près toutes les phases. Ouais, donc pour préciser, pour ceux qui n'ont pas vu le docu ou qui ne sont pas au courant de son existence, il y a eu comme ça avait été le cas pour City et pour Tottenham, le Hall of Nothing d'Amazon sur la saison 2021-2022 d'Arsenal. Saison qui avait très mal démarré, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Arsenal perd ses 3 premiers matchs. Et Arteta a des chants dans le stade contre lui qui demandent sa démission, et puis ça va de mieux en mieux. Il y avait une période où ils sont dans les 3-4 premiers, et puis ils perdent finalement la 4e place en fin de saison contre Tottenham, qui les bat et qui leur passe devant vraiment sur les dernières journées. Donc c'est une saison en dents de scie pour Arteta, et le documentaire est vraiment centré sur lui. Il y a quelques passages sur les joueurs, quelques passages sur Edu, le directeur sportif, mais Arteta est vraiment le personnage central, peut-être plus que dans les saisons précédentes de All of Nothing où ils étaient partis chez d'autres clubs. Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors il y a des moments un peu cringe, je sais pas, il n'y a pas de mot français pour ça, un peu gênant, mais c'est pas totalement gênant, c'est à la fois mignon et gênant. Sur certaines causeries d'Arteta qui fait des dessins, en gros qui dessine un cerveau et un cœur qui se tiennent la main. Il dessine aussi bien que Nathan Fielder, pour ceux qui ont ouais, la ça fait un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'il dessine un cerveau et un cœur qui se tiennent la main, et il dit aux joueurs qu'il faudra les deux aujourd'hui pour gagner. The plan is. Voilà, tu te dis, c'est difficile de pas sourire ou de ne pas rire à ce moment-là, mais finalement, ce qui se détache de cette saison de All of Nothing, c'est qu'il aime profondément ses joueurs et qu'il n'arrête pas de leur dire. Et je pense que ça joue dans la continuité qu'il a avec ces mecs-là. Il a un groupe quand même très jeune, et il me semble que la saison dernière, c'était l'équipe la plus jeune de Premier League, voire la plus jeune d'Europe, des 5 grands championnats. Et je pense qu'il essaye d'insuffler un peu ça, cette confiance, parce qu'il sait qu'il y a du chemin à pas courir pour aller rivaliser avec Liverpool, City, voire Chelsea. Mais il faut surtout que ces joueurs progressent. Et on sait qu'à City, je pense que vous avez lu des trucs aussi, il a beaucoup travaillé avec les attaquants. Il faisait beaucoup de travail individuel avec Sterling, avec Foden, avec Jesus notamment. Ce qui a pu aider, je pense, dans le transfert. Et maintenant, à Arsenal, il a un rôle un peu plus collectif. Mais ce qui est dommage finalement dans le docu, pour parler un peu du docu et de ce qui manque, c'est que tous les joueurs et tout le monde au club disent que c'est un incroyable esprit tactique. Et en fait, dans le docu, ça révèle très peu sur ce plan-là, parce que je pense que le club a verrouillé la communication et Arteta a peut-être demandé à ce que peu de choses filtrent. Donc on n'a pas tout cet aspect-là, mais on a la gestion du groupe, où il a aussi ses convictions. Quand Aubameyang a un retard de trop, c'est au revoir. Donc je pense que ça a joué, et il est vraiment parti pour construire son groupe autour de ces jeunes éléments-là. Et dans la progression d'Arsenal, qui ne peut pas venir d'un joueur pour moi, parce que ce joueur, je pense, est à son pic et ne peut pas aller plus haut. Mais je pense que ça viendra de ce qui va se passer au milieu de terrain dans les mois, années à venir, et comment ils vont essayer d'améliorer le secteur au cœur du jeu, où Xhaka ou Sambi ou Partey sont
les habitués ou El Neni, mais je pense vraiment que ça manque d'un à deux joueurs de référence à ce poste-là. Bah justement, Florent, axe d'amélioration. Bon, c'est vrai que toi en plus, tu as vu il y a quelques heures la défaite face à Manchester United ou Arsenal. Voilà, s'il y avait une victoire morale, je mettrais Arsenal légèrement devant au point, mais les buts tombent pas de nulle part non plus, quoi. Non. Mais qu'est-ce que tu ciblerais? Est-ce que ça serait plutôt sur une animation collective ou est-ce que ça serait plutôt sur des profils individuels comme Xhaka qui fait plutôt un bon début de saison, mais je pense a priori, à ce poste-là, quand tu compares avec les autres candidats au titre en première ligue, si Arsenal est un candidat au titre, il y a, je pense, des équipes qui sont un peu mieux équipées. Ouais, il est déjà à un but et deux passes, chacun depuis le début de la saison. Alors je crois qu'il y a une des passes, bon c'est un petit peu heureux que ce soit lui qui la fasse, mais bref, on va pas lui enlever non plus. Mais c'est vrai que c'est évoqué sur le chat, je ne sais plus par qui, c'est Chloro qui dit que l'homme fort du début de saison c'est Xhaka et son nouveau rôle à la Gundogan. Et c'est vrai que tout à l'heure j'évoquais les modulations possibles dans le jeu d'Arsenal, et c'est vrai que la modulation qui met Zinchenko au milieu, elle permet à Xhaka d'être plus haut et plus près du but adverse. Maintenant, est-ce que c'est un joueur pertinent pour être plus haut et plus près du but adverse? Certes, il y a les stats, mais est-ce que c'est quelqu'un qui peut faire une saison avec une dizaine de buts à la Gundogan, ou est-ce que Arsenal n'a pas une marge de progression s'ils prenaient un joueur capable de faire ça et être spécialiste de ça? Alors, on a donné quelques pistes. Je crois que Christophe évoquait Gravenberch, qui, bon, maintenant il est au Bayern, mais qui ne joue pas aujourd'hui au Bayern, qui aurait peut-être pu être un apport dans ce domaine-là. Moi, je pensais à Barella de l'Inter, qui est dans ce profil box-to-box très intéressant, en plus en ayant un volume sur le plan défensif. Il y en a d'autres, hein, des joueurs comme ça. Le plus fou, ce serait Seko Fofana, je sais pas, mais c'est vrai qu'il serait quasiment parfait, je pense, pour rentrer dans ce domaine-là. Après, on peut pas enlever à Xhaka le fait que les coachs ont eu beau se succéder sur le banc, il est quasiment toujours resté dans l'équipe. Et là, il est toujours aujourd'hui. Mais c'est sûr que s'il y a un joueur aujourd'hui dans le 11 où tu te dis il y a peut-être un upgrade à faire, surtout avec un joueur plus jeune, parce que pour rejoindre ce que disait Raphaël, je suis allé vérifier. Et en effet, Arsenal est l'équipe au moins la plus jeune de Première Ligue, avec 24,3 années de moyenne d'âge. Chacun est au-dessus de ça. Et c'est peut-être la prochaine page à tourner. C'est peut-être la prochaine page à tourner, en effet. Peut-être que ce sera un joueur qui est déjà à Arsenal. Peut-être que la solution, ça peut être de faire reculer Odegaard en phase défensive et intégrer un 10 à la Smith Rowe. Ou je vois que quelqu'un, aussi Deus Satou, parle de Fabio Vieira, mais je ne connais pas assez Fabio Vieira pour pouvoir parler de lui aujourd'hui. Donc il y a peut-être un Odegaard plus bas peut permettre peut-être d'intégrer un autre joueur. Mais ouais, la marge de progression à court terme pour embellir le projet un peu plus, ça se situe peut-être à ce niveau-là. Sachant que tu peux aussi imaginer tous les mecs qui mettent des frappes à 20 mètres et qui ont cette double articulation relayeur milieu-off. Ouais. Alors après, est-ce qu'un Malinowski, par exemple, pourrait passer ce cap-là? Est-ce qu'il pourrait avoir l'impact défensif d'un Xhaka? Je ne pense pas. Coupe Miners. C'est vrai que... Mais c'est vrai que bon, il y a Bellingham qui est en rumeur. Bellingham n'est pas non plus un incroyable finisseur pour l'instant, mais quand tu penses potentiel à ce poste-là, par contre, j'imagine que Bellingham, c'est 120 millions, à mon avis. Au moins 100, je pense. Donc, est-ce que tu vas mettre ces sous sur lui? Mais c'est vrai que, par exemple, le recrutement d'un Partey, je te dis, si c'est pour prendre quelqu'un au-delà de l'extra sportif, où il y a des choses à dire, prendre quelqu'un du même âge que Xhaka, qui n'offre pas non plus une polyvalence supérieure, et dont les meilleures années sont quand même un petit peu derrière. Voire, je ne sais pas s'il a eu plus de très grandes années. Il y a peut-être moyen de mettre son argent sur quelqu'un d'autre. Raphaël, pour boucler cette partie, comment est-ce que tu vois l'avenir d'Arsenal sur ce que tu as vu, les forces, les faiblesses et la suite de saison? Est-ce que Arsenal peut être armé pour le titre, puisque c'était quand même le titre de cette partie? Le titre, ça me paraît tôt. La Champions League, je pense qu'ils sont en bagarre avec Chelsea, Manchester United, Tottenham et Liverpool selon l'évolution de Liverpool. Pour moi, ils sont quand même encore loin de City, mais ils peuvent finir deuxième si Liverpool ne se remet pas la tête à l'endroit et si Chelsea continue dans son marasme. Chelsea qui a des chiffres avancés très très négatifs. Très négatifs. Même le recrutement.
Ça me Ouais, ouais, consterne non, un peu mais tout ça. bon, après, Chelsea, c'est Nice avec beaucoup plus d'argent, j'ai l'impression, le recrutement, donc pas étonnant que ça soit un peu n'importe quoi. Ils ont changé de patron cet été. À mon avis, le nouveau patron, on l'a pas prévenu du Ah, le Oui, je milieu. patron, pense qu'il veut se faire plaisir, mais ah, vous Ouais. le patron, savez, il joue à FM, là, il a mis budget max et il prend les joueurs qu'il voit, tu vois. Donc, mais c'est ce que dit toujours, alors c'est notre référence NBA habituelle, mais ce que dit Bill Simmons, où à chaque fois qu'il y a un nouveau propriétaire, tous les autres general managers vont le voir parce qu'ils savent que le mec, C'est un ça y pigeon. est, il a enfin son équipe, il va vouloir faire des trucs, quoi. Mais c'est comme les ministres qui débarquent et ils veulent faire passer des lois, quoi. Il faut montrer un peu sa patte. Je pense vraiment que tout le monde a essayé de pigeonner Chelsea en se disant ah, s'il y a un moment où on peut avoir un mec qui connaît pas, qui a pas encore trop les codes, et en plus il n'y a plus vraiment de directeur sportif depuis que Marina est partie. C'est vraiment le moment pour essayer de les avoir. Et quand tu vois Aubameyang par exemple, ouais. mais j'ai très hâte de les voir contre City et Liverpool, justement, parce que même quand ils progressaient les années précédentes, quand ils arrivaient contre ces équipes-là, il y avait toujours une chance sur deux qu'ils en prennent 4-5 et qu'ils soient surclassés. Donc là, ils vont les jouer les deux en octobre, à 10 jours d'écart. Avant ça, il y aura eu Tottenham. Donc le mois d'octobre va être un révélateur pour Arsenal. Mais en tout cas, en termes de jeu, ils ont progressé avec ballon, ils ont progressé sans. Les joueurs sont meilleurs, les recrues marchent bien. Il faudra voir ce que ça donne contre les gros du championnat. Florent, un dernier mot, juste un pronostic comme ça à l'instant T, ça vaut ce que ça vaut. Mais tu mettrais Arsenal à quelle place en fin de saison? Troisième. Ouais, moi je mettrais City et ensuite Arsenal qui serait longtemps devant Liverpool et qui se ferait doubler sur la fin, mais je vois troisième aussi. Raphaël, je sais pas si t'es un peu sur cette idée-là. Ouais, Si bah si jamais- Chelsea, que- ouais, si Chelsea continue comme ça, oui. À moins que Manchester gagne à l'arrache pas mal de matchs, mais je pense qu'Arsenal est en avance sur le plan collectif. Manchester qui a réussi à gagner ses matchs en faisant un peu l'inverse de ce pourquoi ils ont pris l'entraîneur, mais bon, ils gagnent. Ouais. Ça nous permet au moins de gagner du temps, mais bon, on peut toujours se dire que si c'était pour faire ça, il y avait Il y avait il y avait Ole Gunnar pour faire ça. C'est ça, absolument. Merci messieurs pour cette quatrième partie sur Arsenal. On va passer à notre dernier épisode, le dernier volet, c'est la FAQ.